Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci. Merci infiniment de m'accueillir. Là, je viens d'assister depuis 1 heure à un truc absolument incroyable. J'avais pas vu ça depuis vraiment très longtemps. Et je suis vraiment, non seulement ravi, mais je suis vraiment fier d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en plus, je viens de découvrir un truc formidable. On fait le même métier. Extraordinaire. Moi, ça fait des années que non, je le fais, j'essaye pas, d'apprendre aux gens à être plus heureux, plus optimistes, à avoir plus de chance. Je me rends compte qu'en fait, c'est ce que vous faites. Vous passez votre temps à essayer de vendre de l'optimisme, de la chance, du bonheur, du bien-être aux gens qui sont autour de vous. Et moi, j'ai fait ça, vous voyez, pendant des années, j'ai fait ça. Et c'est ce qui me dit, tiens, si on parlait de ça aujourd'hui. Vous voyez, 2013, et ça a été dit tout à l'heure par Véronique, nous l'a dit, des gens bien intentionnés, des experts nous annoncent les pires catastrophes. Or, on sait bien que ça ne sera pas si simple. En 2013, par exemple, comme toutes les années qui ont précédé et toutes les années qui viendront dans le futur, il va y avoir des hommes et des femmes en ce monde qui vont réussir, qui vont être heureux, qui vont faire des rencontres formidables. Comment ça fonctionne, ça? Et qu'est-ce qui fait, dans le fond, dans la vie en général, il y a des gens qui sortent du lot? Alors vous me direz, mais sortir du lot, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, on dit la réussite, le succès, tout ça, mais ça veut dire quoi? Ah oui, mais il y a des gens, ils sont riches, par exemple. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, c'est moins tendance. Bon, d'accord. Ils sont riches, mais être riche, réussir professionnellement, c'est pas mal. Mais si le prix à payer, c'est d'être malheureux, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes riche, mais seul. Ah bon? Mais riche. Ah bon? Mais seul. Ah ouais. L'idée, c'est d'être à la fois riche, cool, plutôt en bonne santé, avec plein de gens autour de vous qui vous aiment. Alors là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, mais ça veut dire aussi que, dans le fond, les gagnants, ceux ou celles qui ont réussi au fil des années à grimper toutes les marches, à passer les étapes, à digérer sans difficulté ou avec difficulté, peu importe, les échecs qui sont présentés, ça signifie que ce sont des personnes qui ont fait un certain nombre de choix, qui ont fait aussi un certain nombre de paris dans leur vie. Parce que la vie, c'est aussi ça. Souvent, on me dit, mais dans le fond, c'est quoi une bonne décision? Moi, je peux vous le dire. Hein. Une bonne décision de vie, c'est une décision qu'on prend, n'importe laquelle. Et qu'à partir de ce moment-là, on va tout faire pour essayer de rendre bonne. La vraie vie, c'est ça. Le gars qui vous dit, non, la bonne décision, ça se mûrit, ça se prépare. Le nombre de gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie parce qu'ils ont passé leur vie à attendre de prendre la bonne décision. Il y a des gens pour qui, vous voyez, la décision, c'est devenu une espèce d'horizon mental. Vous prenez votre Larousse et vous cherchez la définition d'horizon. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers elle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'attends. J'attends d'être prêt. Alors je vous assure, si vous attendez d'être prêt pour vous lancer dans les affaires, si vous attendez d'être prêt pour adresser la parole au type ou à la fille, je dirais, qui vous branche, etc., vous allez attendre longtemps. Parce que par définition, chaque fois qu'on fait un truc formidable dans la vie, il y a un point commun, on n'est jamais prêt. Et c'est pour ça que ça sera formidable d'ailleurs. Alors vous me direz, oui mais attendez, tout le monde n'a pas les mêmes cartes. Ah ouais, tout le monde n'a pas les mêmes cartes. Forrest Gump, par exemple, vous avez vu le film Forrest Gump? Alors, au départ, il n'a pas des cartes terribles, hein, faut admettre. Hein. Il est un peu neuneux, il est un peu bon. Mais là, il y a eu un autre extrait, là. Moi, j'ai vu ça tout à l'heure. Il y a Jamel Debbouze. Attendez, Jamel Debbouze, les cartes au départ pour Jamel, c'est pas terrible. Hein. Le type, il arrive de Trappes. Ceux qui connaissent ici, Trappes, voilà. Le type, il arrive de Trappes. Il est arabe, il a qu'un bras. Et il est tout petit. Et il se fait virer avec tous ses potes de toutes les boîtes de nuit du département, je dirais, parce qu'il n'a pas le faciès qu'il faut, etc. Seulement voilà, il y a autre chose. Il y a les cartes du départ, et puis il y a des cartes intérieures, il y a des cartes qu'on ne voit pas, qui s'appellent la détermination, qui s'appellent la joie de vivre, qui s'appellent l'humour, etc. Et ça, ces vraies cartes, ça va être celle-là. Puis il y a des gens, je dirais, ils ont des super bonnes cartes en apparence au départ, et ça ne marche pas obligatoirement très bien pour eux. Imaginez, vous êtes grande, vous êtes belle, vous êtes princesse, vous habitez Monaco. A priori, au départ, vous avez toutes les bonnes cartes. Est-ce que pour autant, ça va faire une vie géniale? Pas évident, hein, parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser les cartes. Alors certains d'autres vous diront, oui, mais attendez, les cartes, ça va. Hein. Il faut aussi que le hasard, à un moment donné, m'ait servi. Ah, ben oui, alors, si on attend de tomber sur le porte-bonheur qui va bien, etc., le talisman. Il y en a qui ont des talismans ici? Dites-le, vous pouvez le dire, ça restera entre nous. Vous savez, c'est l'histoire d'un gosse qui voit son père qui lui dit, ah, dis donc papa, c'est vrai que ça porte bonheur les pattes de lapin? Et le père qui lui dit, en tout cas, ça n'a pas porté chance au lapin. Pensez-y quand même, hein, ça. Hein,
Et puis après, bien sûr, il y a une autre idée qui consiste à dire on prend nos risques, quoi. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ah oui, 100% des perdants aussi, d'ailleurs, faut dire. Faut admettre que c'est un point commun. Mais c'est vrai que de temps en temps, le problème va se poser. Et si je jetais les bondés? Les bondés, c'est dire j'y vais, je tente le coup, je me lance dans ce business-là. Et puis il y a une autre opération, une autre façon de faire, je trouve intéressante, c'est de se dire, et si, dans le fond, la chance, c'était quelque chose que je cultivais? Alors, c'est intéressant, vous voyez, un trèfle à 4 feuilles, par exemple. Moi, d'abord, c'est très joli, un trèfle à 4 feuilles. Mais posez-vous la question, quelle est la bonne façon de tirer parti d'un trèfle à 4 feuilles quand on en trouve un? Ça sera ma petite minute poétique. Vous avez des gens, ils trouvent un trèfle à 4 feuilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils le cueillent. Donc ils le tuent. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Les plus vicelards, ils le mettent dans un bouquin pour le laisser se dessécher. Pour remercier la chance de les avoir servis, ils fabriquent une momie. C'est quand même un peu... Bon. Alors, il y a ceux qui vont se dire, non, 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 mais moi je ne suis pas comme ça, moi je respecte la vie et tout. Donc, en gros, je le tue, je l'arrache, mais je le mets sous perf. Je le mets dans un pot et j'attends de voir ce que ça donne. Alors, je peux vous dire, vous mettez un trèfle à 4 feuilles dans un pot, il se passe rien. Alors, si vous êtes du genre à regarder, je ne sais pas, Silence ça pousse, etc., vous pouvez essayer de bouturer le trèfle à 4 feuilles, etc. Bon. Moi, je vais vous donner la seule bonne façon, philosophiquement parlant, voyez, de tirer parti d'un trèfle à 4 feuilles. Ce qui compte, ce n'est pas que vous l'ayez. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez trouvé. Donc, puisque je trouve un trèfle à 4 feuilles, eh bien voilà, ça y est, c'est fait. L'acte de chance, il est là. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et il me reste à passer mon chemin, en laissant le trèfle là où il est, de façon à ce que peut-être quelqu'un d'autre, demain, à la fois le trouve et en espérant qu'il ou elle aura la sagesse, là aussi, de continuer ce trèfle à 4 feuilles, de faire son boulot de trèfle à 4 feuilles, c'est-à-dire de nous rappeler que le hasard est parfois là aussi pour nous apporter la chance. Voyez, quels que soient les cas de figure, en tout cas, que ce soit les bonnes ou mauvaises cartes que l'on a, que ce soit les talismans, que ce soit le destin, que ce soit... peu importe dans le fond, nous avons tous en nous, dans nos vies, la possibilité de temps en temps de rencontrer ce qu'on appelle la chance. Et un de mes collègues anglais, Richard Wiseman, est un fou furieux. Le type, il a réussi à convaincre l'université de Londres de créer un Luck Lab, un laboratoire de la chance. D'ailleurs, à l'époque, le doyen de l'université, parce qu'il voulait du pognon, et vous pensez quand on crée un laboratoire, nous, il nous faut du pognon, hein, ça c'est sûr. Hein, bon. Et le doyen de l'université lui avait dit, écoutez Wiseman, vous voulez créer un laboratoire de la chance? Moi, je veux bien. Je vous donne une seule condition. Trouvez-moi des chanceux. Il ne s'est pas démonté, le gars. Hein. Vous savez comment il a trouvé des chanceux? Il a passé des annonces. Ils avaient passé une annonce dans le Times, qui est restée une annonce historique, hein, à la page des offres d'emploi, dans le Times, à Londres. Il y avait un petit encart, comme ça, une espèce de 24e de page, qui était à peu près libellé de la façon suivante. Madame, monsieur, vous avez toujours eu de la chance. Vous êtes né sous une bonne étoile. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous avez la gagne. Vous seriez prêt à en parler à un chercheur. Appelez-nous à tel numéro. Et 15 jours plus tard, il publie une deuxième annonce, libellée exactement à l'opposé. Madame, monsieur, vous n'avez pas de chance. Vous êtes né sous une mauvaise étoile. Vous ratez tout ce que vous entreprenez. Vous avez la loose. Vous seriez prêt à en parler à un chercheur, sous-entendu sans fondre en larmes. Appelez-nous à tel numéro. Sous-entendu, rassurez-vous, ça sonnera occupé, mais c'est normal pour vous. Enfin bon. Bref. Et donc, il récupère à peu près 80 personnes à l'époque. Donc, c'est une étude qui a été faite, une étude scientifique très sérieuse, hein, qui avait été faite en 2000. Et donc, il recrute à peu près 80 personnes, 2 fois 40. Et lui-même, il dit, on recrute en fait 40 personnes, on fait un panel avec 40 personnes qui croient qu'elles ont de la chance et 40 personnes qui croient qu'elles n'en ont pas. Et donc, on a donc ces 80, ces hommes, ces femmes, et ils vont faire avec eux une analyse qu'on appelle une analyse, nous, dans notre jargon, socio-biographique. Alors, une analyse socio-biographique, ça consiste à, je vous prends en tête à tête comme ça pendant 1 heure, et vous allez me raconter le plus factuellement possible tout ce qui vous est arrivé de positif ou de négatif dans votre vie, mais vous me racontez
tout ce qui vous revient à l'esprit. Donc c'est dans votre enfance, l'adolescence, le début de la vie professionnelle, tout. Alors les choses positives, pas positives, les trucs tristes, les trucs gays, tout, on raconte tout. Pour vous donner un ordre d'idée, un chercheur qui connaît son métier, je vous prends une demi-heure, trois quarts d'heure en tête à tête, comme ça, on va sortir 120, 130, 140 événements de vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans une vie humaine quand même, il nous arrive des tas de choses, les uns les autres. Donc voilà, j'ai déménagé, voilà, je suis rentré à l'école à telle époque, j'ai redoublé ma sixième, j'ai perdu mon grand-père, j'avais tel âge, à cette époque-là, pour me consoler, mes parents m'ont acheté un chien, bon, enfin bref, tout ce qui arrive dans une vie, quoi. Première petite amie, deuxième petite amie, premier mari, quatrième petite amie, on vous dit peut-être mais c'est avant le mari ou après, enfin, après chacun sa vie, je dirais, soyons romanesques, le problème n'est pas là. Toujours est-il que, une fois que vous avez fait ça, on prend tous les événements que vous avez racontés et on les met sur une grande ligne. Vous voyez, vous imaginez une grande ligne graduée avec votre année de naissance, l'année actuelle, on est en 2013, vous voyez, par exemple, et on veut cette grande ligne graduée avec point de départ, point d'arrivée, et on colle tous les éléments sur la ligne, dans une grande salle blanche généralement. Et une fois que c'est fait, le chercheur demande au monsieur ou à la dame, voilà, à partir de maintenant, on va reprendre depuis le premier événement, là, généralement vous avez 2 ans, 3 ans, le premier événement marquant, vous voyez, et dit maintenant vous allez me dire si à votre avis, cet événement, pour vous, ça a été plutôt quelque chose de positif, auquel cas on va le mettre au-dessus de la ligne, plutôt quelque chose de négatif, auquel cas on le mettra en dessous, ou bien quelque chose de neutre, et on le laisse filer. C'est parti, top chrono. Vous avez 2 ans, vos parents déménagent, il se passe quoi? Et on fait ça. Alors vous imaginez ce qui se passe, hein, les gens qui disent qu'ils ont beaucoup de chance dans la vie, il y a une concentration, bien sûr, de post-it au-dessus de la ligne. Jusque-là, c'est logique. Tous ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas eu de chance dans la vie, il y a une concentration de post-it en dessous de la ligne. Ça, c'est normal. Mais ce qui est très étonnant, c'est que quand on analyse les événements qu'il y a au-dessus de la ligne et ceux qu'il y a en dessous de la ligne, à 87%, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, nous tous, en fait, dans nos vies, on aura notre lot de rencontres intéressantes, de rencontres difficiles, on est condamné à réussir des choses, à échouer, on est condamné à rencontrer des gens formidables, on est condamné au fil des années à perdre les gens qu'on aime, etc., parce que la vie est ainsi faite. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça la chance. Et ce que nous disait Wiseman, il disait, vous savez, la chance, ce n'est pas ce qui vous arrive. Jamais. La chance, c'est toujours ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. À partir de là, certains vous disent, j'ai de la chance, ou j'en ai pas. Ce n'est pas une bonne façon de dire. Si on veut vraiment dire ça, c'est j'aide la chance qu'il faut dire. Et la caractéristique, vous voyez, de toutes les personnes qu'il y a dans cette salle aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous êtes tous des gens qui avaient à un moment donné aidé la chance. Et c'est parce que vous avez aidé la chance que vous avez probablement eu de la chance. Alors, comment fonctionne le truc? Vous voyez, quand on essaie, nous, d'analyser, parce que moi je suis un chercheur au départ là-dedans, j'ai travaillé pendant des années sur ce qu'on appelle les personnalités chanceuses. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des hommes ou des femmes qui semblaient avoir plus de chance que d'autres dans la vie? Est-ce que c'était, voilà, je sais pas, c'était génétique, c'était le destin, ou bien c'était quelque chose qui pouvait s'apprendre, se développer? Et si on veut comprendre comment ça marche, il faut comprendre 2 choses. La chance, c'est à la fois du hasard, parce que si le hasard n'intervenait pas, il ne se passerait jamais rien. Donc le hasard est une chose, mais l'action en est une autre. C'est tout à fait différent de se balader dans la rue, dans une rue où vous passez jamais. Et vous trouvez par ailleurs, vous trouvez un billet d'euro million validé par terre. Alors machinalement, vous le ramassez, parce qu'on ne sait jamais. Vous le prenez, il se trouve qu'à la fin de la semaine, il y a le tirage et vous prenez 15 plaques. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Super! Mais enfin, là, pour le coup, c'est vraiment le hasard. Alors, il y a un peu d'action. Ben, il y a un peu d'action, parce que vous êtes au moins baissé pour le ramasser, quoi. Non mais, attendez, rigolez pas. On avait fait des enquêtes en Angleterre il n'y a pas longtemps. On avait mis à l'entrée d'un pub. À l'entrée d'un pub, il y avait un billet de 100 livres sterling qui était collé à l'entrée du pub. Les gens rentraient, les gens y rentrent, ils voient le billet de 100 livres. Il y en a effectivement 80% qui vont quand même s'arrêter pour essayer de voir ce que c'est. Il y a 20% des gens, ils rentrent dans le pub, ils voient le billet, continuent. Je vais vous dire, la pire des malchances dans la vie, c'est la chance qu'on a laissé passer. Jamais oublié ça. Alors ça, c'est le hasard. Mais parfois, ce n'est pas le hasard, c'est l'action. Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire. Bon. Vous décidez de faire un speed dating. Manifestement, il y en a qui en ont fait, là. Au départ, c'est de l'action. Après, je dirais, la rencontre de l'homme ou de la femme de votre vie dans le speed dating en question, il y aura bien évidemment une dimension de hasard. D'ailleurs, le plus rigolo, ça va être celui, quand vous rentrez, j'ai un gars l'autre jour qui me dit,
Je suis allé dans un speed dating, je ne voulais pas y aller. J'ai été poussé par mes potes, et la jeune femme que j'ai rencontrée, c'est la femme de ma vie, elle s'est trompée de date. Elle devait venir à celui de la semaine d'après, en fait elle est venue à celui-là, ils l'ont accepté quand même, etc. Voilà comment est-ce que parfois le hasard peut aider, seulement attention, il y a eu quand même aussi une volonté. Donc vous voyez, quand le hasard est isolé, c'est ce qu'on appelle un coup de chance. C'est vous gagnez au loto, vous échappez par miracle à un accident, etc. Super. Mais enfin, moi, personnellement, en tant que psy, je ne peux rien en dire, quoi. Après, vous avez les trucs bizarres, c'est-à-dire les gens qui ont la baraka, comme on dit. C'est-à-dire que le hasard les sert très souvent. On en parle de temps en temps. Le type, il gagne 3 fois de suite au loto. Ah, alors là, bon, étonnant. Ou il échappe 2 fois de suite à des accidents graves. Bon, c'est intéressant, mais on ne peut pas non plus en dire grand-chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la chance provoquée. C'est-à-dire, certes, la chance m'a servi, mais je m'étais préparé quand même. Vous savez aussi bien que moi quand même que le fait de mieux connaître ses produits, d'avoir un réseau étendu, où on est sorti de la fameuse zone de confort dont parlait Véronique tout à l'heure, voilà, bien sûr la chance va se présenter, mais d'autant plus qu'on l'a quand même un petit peu aidé. C'était un ancien président des États-Unis, hein, qui était Jefferson, il disait « Moi c'est marrant, plus je bosse, plus j'ai de la chance ». Ben oui, parce qu'à un moment donné... Et puis il va y avoir une autre façon de faire qui va être ce que j'appelle moi vivre en mode chance. Ça c'est intéressant, parce que vivre en mode chance, ça veut dire regarder le monde avec un regard qui va attirer les choses. Je m'explique. Dans le fond, vous voyez, c'est quoi la vie? La vie, c'est des carrefours, quoi. Moi, je suis sûr que vous tous et vous toutes dans cette salle aujourd'hui, vous avez un point commun. Et vous le savez, à l'heure où je vous parle là, à cet instant précis, vous le savez, par rapport à des soucis peut-être que vous avez en ce moment, personnels, professionnels, de santé, relations avec des amis, avec un proche, avec des clients, pourquoi pas, des problèmes de toute nature, vous vous sentez profondément à la croisée des chemins. J'y vais ou j'y vais pas? On continue ou on arrête? Je tente le coup ou on y repensera plus tard? Je dis oui ou je dis non, etc., etc. Nous sommes tous en permanence à la croisée des chemins sur des tas de choses dans nos vies. Et c'est vrai que celui, dans le fond, qui n'aura jamais de chance, c'est celui qui reste à la croisée des chemins. Après, quel soit le chemin qu'on prend, on fera avec. Mais il y a plusieurs façons, en fait, vous voyez, de fonctionner. Premièrement, la vie, elle est faite d'abord de rencontres. Je vous confirme, je vais vous donner un secret de fabrication, mais ça, à mon avis, vous le savez tous ici, mais n'hésitez pas surtout à le dire aux autres. Si vous rencontrez jamais personne, vous n'aurez jamais de chance. Quelqu'un qui vit toujours tout seul dans son coin, il lui arrive rien. C'est tout. Voilà. On est fait pour faire des trucs. Vous savez, c'est Francis Bacon, philosophe, qui disait, c'est quoi la vie? On naît, on meurt, entre les deux, on fait des trucs, c'est mieux. Voilà. Je vous dis, voilà, on est là pour... Bon. Et entre autres, on rencontre des gens. Dans le fond, qu'est-ce qui donne du sens à la vie? C'est les rencontres. Posez-vous vous-même la question, les moments les plus intenses, en positif ou en négatif d'ailleurs, hein, les moments les plus intenses de votre vie, vous étiez rarement tout seul. Rarement. Mais il n'y a pas que les rencontres aussi. Dans la vie, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la chance, elle peut parfois se présenter sous la forme d'une information, un tuyau, un truc. Quelqu'un me donne, mais par le plus grand des hasards, une info qui va changer ma vie. Posez-vous toute la question de savoir comment vous êtes arrivé ici à l'époque, comment vous êtes rentré en contact avec le concept, Charlotte, l'entreprise, tout ça. Le nombre d'entre vous ici qui peuvent dire, dans le fond, c'est par le plus grand des hasards que j'ai appris que ça existait. Il peut y avoir les deux d'ailleurs, il peut y avoir de la rencontre, il peut y avoir de l'information. Et puis je vous ai mis des bouquins là parce que, dans le fond, notre vie, c'est aussi la découverte de territoires, de mondes. Par exemple, la vente, pour un certain nombre d'entre vous ici, conseils en vente, ça a été une nouveauté, quelque chose, ce n'était pas du tout votre métier au départ. Vous avez découvert cet univers-là, comme on découvre un continent. Donc notre vie, elle va être faite de rencontres, d'informations qui vont tomber à pic, généralement d'ailleurs inattendues, et de territoires. Et alors en plus, avec un petit plus, c'est que parfois aussi, la vie, elle est faite de coups de chance un peu bizarres. Elle est faite de coups de chance qui sont, comment dire, paradoxaux. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas un coup de chance. C'est une vraie galère. On a raté quelque chose. On a loupé une marche. On a glissé sur une peau de banane. Alors sur le coup, ça n'a pas fait plaisir, hein, mais ça s'est révélé avoir été la chance de notre vie, parce que grâce à ça, ça a ouvert des possibilités d'une autre nature.
Donc de toute façon, on a ces 4 éléments-là. On rencontre des gens, on a des infos qui peuvent tout chambouler autour de nous, on est tous prêts à découvrir des territoires nouveaux, et même les pépins qu'on pourrait avoir, ils vont changer les choses. Partant de là, comment ça va fonctionner? Très simplement. Gilbert Trigano, qui était le patron du Club Med, il avait une phrase que je vous conseille de méditer: un coup de chance a jamais fait un chanceux, pas plus qu'un coup de soleil ne fait un bronzé. Il en avait sous le chapeau, Trigano, quand même. Hein, bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir de la chance, d'abord, il faut la programmer. Il faut vouloir, quoi. Quand quelqu'un vous dit, moi je suis frappé, le nombre de gens qui vous disent: ah, moi j'ai jamais eu de chance. On a envie de leur dire: mais mon pauvre ami, même si t'en avais eu, qu'est-ce que t'en aurais fait? Si, ben ouais. Si vous n'avez pas, si on n'a pas de désir, si on n'a pas d'ambition, si on n'a pas des envies, des objectifs, des buts, je vais vous dire des rêves, des fantasmes, n'importe quoi. Mais quelque chose, c'est-à-dire se donner intérieurement une direction, mais se la donner à soi. C'est même pas nécessaire que ça soit validé par les autres. Parce que des fois, quand on a des grands rêves, parce que les gens autour de nous, ils veulent nous protéger de nos propres rêves, et c'est parce qu'ils nous aiment. Donc d'ailleurs, c'est terrifiant. Le nombre d'entre vous ici, quand on dit: ah, je vais commencer à me lancer, business, Charlotte, tout ça, le nombre d'entre vous qui ont entendu: ça va pas, à ton âge, t'es trop jeune, t'es trop vieille, on n'a jamais fait ça chez nous. Commence à faire de la vente, mais t'es comptable, ma pauvre fille. Ça va pas, non? Mais que va penser ton mari? Ou même ton mari qui dit: mais que vont penser les gens? Mais l'intention était là, votre tête chercheuse, dès l'instant où elle a été programmée par vous-même. Et à quoi ça carbure, la tête chercheuse? Ça carbure pas l'intelligence, ça carbure pas la raison. La tête chercheuse de la chance, elle carbure au désir. De quoi j'ai vraiment envie? Je vais vous faire penser à ça, tiens. Si vous étiez sûr et certain, à 100%, que ça va marcher, qu'est-ce que vous tenteriez là, dès aujourd'hui, que vous n'avez jamais essayé jusqu'à présent? Pensez-y à ça. La tête chercheuse. Seulement, bien sûr, la tête chercheuse, il faut aussi qu'elle soit un peu activée. Parce que si vous avez la tête chercheuse, mais que autour, on ne se rend plus compte de ce qui se passe, il y a une histoire, moi j'ai un truc que j'adore, c'est un type, un centenaire qui arrive au paradis. Le centenaire arrive, alors le type est centenaire quand même, donc il est reçu par Saint-Pierre, vous imaginez le carré VIP et tout, bon. Alors Saint-Pierre le reçoit, tout ça, puis Saint-Pierre tout d'un coup lui dit: dites donc monsieur, ne le prenez pas mal, mais vous avez pas l'air dans votre assiette. On dit: bon oui, je suis pas en forme, je suis un peu déprimé là. Mais vous êtes pas content d'être ici? Il dit: si, je suis très content, il paraît que c'est très bien en plus, donc non mais c'est bien, mais je viens de vivre 100 ans là sur Terre, c'était pas ça. Vous voyez, j'ai jamais eu de chance, il m'est jamais rien arrivé, jamais rencontré personne, je menais une espèce de vie un petit peu morne, c'est un peu nul quoi. Alors là quand même Saint-Pierre dit: écoutez monsieur, quand même c'est bizarre. Ben oui, j'ai jamais eu de chance. On dit: attendez, et alors comment ça se passait avec votre ange de la chance? Il dit: comment ça? Ben oui, votre conseiller en chance, si vous voulez. J'ai pas de conseiller en chance. Ah ben si, monsieur. Dès que vous êtes né, on vous a collé. Il suit votre dossier depuis le début. Hein. Il suit votre dossier chance. Hein. Donc là, vous en avez un. Bah, attendez, vous rigolez. Moi, j'ai jamais eu de conseiller en chance. Ni d'ange de la chance, ni rien du tout. Là, quand même, Saint-Pierre est un peu perturbé. Il dit: attendez, venez avec moi, on va au SAV. Il embarque le type, ils arrivent dans un grand bureau marqué réclamation, une belle musique, céleste et tout. Il y a un ange magnifique qui est sur un iPad, là, qui est en train de bosser. Bon. Alors un iPad qui lui a été offert par Steve Jobs qui vient d'arriver. Enfin bon, je ne joue pas sur l'histoire. Et donc Saint-Pierre amène le type, il dit: non, je vous amène monsieur. Là, monsieur me raconte une histoire invraisemblable. On arrive des admissions là. Il me dit qu'il n'a jamais eu de chance. Alors il y a l'ange qui dit: bah, attendez monsieur, c'est pas possible. Alors on vous l'a déjà dit, l'ange de la chance et tout, on vous a raconté l'histoire, bien sûr. Là le monsieur, ça commence à bien faire, il dit: attendez, maintenant foutez-moi la paix maintenant. Moi, j'en ai pas eu. J'ai été oublié dans le process. Il y a un truc dans le CRM qui a coincé. Je n'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'ai jamais eu de chance. C'est tout. Vous n'allez pas me faire d'histoire. Et là, il y a l'ange qui dit: oh là, attendez, monsieur, vous allez voir. Nous, ici, vous savez, on a plein de défauts, mais on est super bien organisé. Vous appelez comment, monsieur? Paul Martin. Très bien. Et vous êtes né où? Ben, je suis né en 1913 à Marseille. Très bien. Et vous nous avez quittés en 2013? Oui, à Paris. Parfait. Paul Martin, Marseille 1913, Paris 2013. Hop, enter. Et tout d'un coup, il y a l'imprimante à côté qui se met à cracher des dossiers, mais tant qu'elle peut. Alors, l'ange regarde quand même, commence à regarder, puis tout d'un coup, il dit: oh, monsieur Paul Martin, incroyable. Oh, écoutez, je suis navré, je ne vous avais pas reconnu. Oh, Paul Martin. D'ailleurs, il prend Saint-Pierre à témoin. Il m'attend. Tu n'as pas reconnu? Paul Martin. Le Paul. Saint-Pierre dit: Martin, le Paul Martin. Le Paul Martin.
Alors l'autre, il se dit, attends, c'est quoi ce truc? Ben, attends, vous ne pouvez pas savoir, monsieur Martin, mais vous, en plus, vous êtes connu comme tout ici. On connaît que vous. Vous êtes une légende vivante. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Oh, Paul Martin. Ça alors, c'est dingue. Et je ne vous ai pas reconnu. Et à ce moment-là, il y a l'ange, il dit, écoutez, en plus, je suis d'autant plus navré de ne pas vous avoir reconnu que, oh ben, maintenant je peux bien vous le dire. Il se trouve que c'était moi, votre ange de la chance. Alors là, le vieux, là, il part en live, mais alors, bien comme il faut. Ouais, c'est un scandale, vous devriez avoir honte, me faire un coup pareil, vous m'avez bien laissé tomber, c'est affreux, c'est pas lui qu'on s'est gueulé. Il y a l'ange, il dit, oh, papa, attendez, monsieur, vous vous calmez, hein. Oh, vous vous demandez pas pourquoi vous êtes si connu ici? Vous vous demandez pas pourquoi est-ce que vous êtes une légende vivante dans toute la maison? Vous vous demandez pas pourquoi tout le monde vous connaît depuis des décennies? Eh bien, monsieur Martin, c'est parce que vous êtes un cas unique dans l'histoire de la maison. Moi qui vous parle, j'ai été votre ange de la chance, vous vous rendez compte, pendant 100 ans. Eh bien, monsieur Martin, sur les 100 dernières années, je suis passé vous voir, moi, en personne, 494 fois. 494 fois, j'ai frappé à votre porte. Personne n'est jamais venu m'ouvrir. Et ouais, vous avez des gens, la chance est passée, elle a frappé à la porte, sous des formes diverses, hein, souvenez-vous, hein, la rencontre, l'information étonnante, un nouveau territoire qui se présentait, une galère parfois. La chance a frappé et on n'a pas répondu. Pourquoi on n'a pas répondu? Parce qu'on n'était pas attentif, on était ailleurs, on était occupé, on était sur un dossier important, on avait piscine. Bon, c'était mon cours de pilates. Ah oui, alors bon, oui. Voilà. Et se tenir prêt à accueillir la chance, c'est-à-dire être véritable. Vous savez, vous connaissez le film In the Mood for Love. In the Mood for Love, ça veut dire en bon français, être prêt à tomber amoureux. Eh bien, il faut être in the mood for luck. Voyez, il faut se tenir prêt à avoir de la chance, à faire la rencontre qui va bien, etc. Être attentif à ce qui se passe autour de nous. Ensuite, la chance, et ça c'est un thème qui a été abordé ici, moi j'étais ravi d'entendre ça tout à l'heure, la chance c'est quelque chose qu'on fait circuler. On ne peut pas avoir de la chance tout seul. Ça veut dire que, vous voyez, la meilleure façon pour atteindre ses buts dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est une des lois les plus fondamentales de la relation humaine. Mais ça veut dire aussi que pour pouvoir fonctionner comme ça, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Hein. On a le droit de se la péter de temps en temps. Vous savez, c'est Michel Audiard qui faisait dire à un de ses personnages, refuser de reconnaître ses propres mérites, c'est favoriser la réussite des médiocres. Donc voilà, vous êtes très bon, vous le savez. Ça veut donc dire aussi que la chance, parfois, un des bons moyens pour en avoir plus, c'est peut-être, et ça c'est complètement dans le cœur même de votre métier, d'en donner plus. Ça veut dire que, dans le fond, pour attirer les opportunités, et si je commençais par en devenir une? Ce qui est embêtant, vous voyez, c'est Éric Emmanuel Schmitt, que vous connaissez probablement, d'un de nos grands romanciers optimistes contemporains, il dit très justement, il dit, mais quel dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. Comme si, en fait, être un optimiste, c'était obligatoirement être quelqu'un d'un peu béat, d'un peu naïf, voire d'un peu niais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous dire, si on voulait trouver une belle image de ce qu'est l'optimisme dans la vraie vie, ça serait en fait probablement plutôt ça. C'est-à-dire, voilà, on vit dans des univers qui sont des univers compliqués, difficiles, dangereux, pas toujours bienveillants, parfois toxiques. Bon voilà, le monde n'est pas une vallée de roses, quoi. Bon, c'est comme ça. Mais l'optimiste, c'est une femme ou un homme qui est habité par une espèce de conviction, mais alors profonde, dans sa vie, dans sa relation avec les autres, dans son travail, c'est que de toute façon, sur le long terme, la vie retrouvera toujours son chemin. Parce que la nature, fondamentalement, elle est optimiste. Le vivant est optimiste. Je vais vous dire, à l'échelle de la planète, les civilisations, dans le fond, sont optimistes. Je veux bien croire qu'on vit, paraît-il, beaucoup moins bien aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Entre nous, ça se discute, quoi. Voilà. Ça veut dire donc que l'optimisme, c'est cette espèce de talent relationnel que la plupart d'entre nous, d'ailleurs, nous avons de façon quasiment, j'ose pas dire innée, mais presque, parce que si on n'avait pas d'optimisme du tout, on ne pourrait pas survivre. Mais c'est la capacité qu'on va avoir dans la vie réelle à appréhender
les difficultés, les incertitudes, d'une manière qui soit à la fois positive et active. Et c'est la raison pour laquelle, par définition, la concentration d'optimistes dans une salle comme celle-là, elle est probablement extraordinaire. Donc, les règles de fonctionnement sont simples en fait. Un optimiste, c'est quelqu'un qui fonctionne avec 3 convictions profondes. Première idée, premier mode de fonctionnement d'un optimiste, c'est une femme ou un homme qui perçoit en priorité ce qui va bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne perçoit que ce qui va bien. Attention, il perçoit en priorité ce qui va bien. Parce que tant qu'à faire, autant regarder d'abord ce qui va me donner de l'énergie, ne serait-ce que pour me préparer à affronter ce qui est plus difficile. Il y a un proverbe oriental qui dit « Lorsque mon ami est borgne, je le regarde de profil ». Bien sûr, le verre à moitié plein, il est aussi à moitié vide. Mais est-ce que la partie la plus intéressante du verre, c'est quand il est à moitié vide ou quand il est à moitié plein? Bien d'ailleurs, je ne sais pas, pour ceux qui ont travaillé en entreprise ici, dans les grandes entreprises, si vous en avez, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un optimiste, un pessimiste et un contrôleur de gestion? Je m'excuse par avance pour les contrôleurs de gestion qui sont dans la salle. L'optimiste, vous voyez, il va vous dire c'est génial quand même, hein, le verre là, il est à moitié plein. À ce moment-là, il y a le pessimiste qui arrive et qui dit mon pauvre ami, que t'es naïf. Hélas, le verre, il est à moitié vide. Et sur ce, il y a le contrôleur de gestion qui rentre dans la salle qui dit moi je vais vous mettre d'accord, là le verre il est surtout 2 fois trop grand. Tout ça pour vous montrer les limites de la posture réaliste. Parce que dans le fond, vous direz, mais le réalisme, c'est important dans la vie. Attention, le réalisme, ça je vous donne le truc, le réalisme, c'est une posture intellectuelle qui ne sert qu'à une seule chose, c'est aborder les problèmes techniques. Dès l'instant où vous êtes dans une situation de vie, où il y a de l'affect, de l'émotion, de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'amour, de la joie, le réalisme, ça ne colle pas. D'abord, les moments de votre vie, franchement, où vous avez été réaliste, ça m'étonnerait que ça vous ait laissé un souvenir impérissable. Et c'est peut-être une valeur intellectuelle, le réalisme, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Tiens, je vous fais d'un coup de baguette magique, là, dans la salle, vous êtes tous célibataires. Ah, tiens, la dame, non, c'est un jeu, madame. Je veux dire, voilà. Bon. Vous êtes célibataire. Et alors, comme moi, j'ai quand même un carnet d'adresses de folie, je viens vous voir et je vous dis, attendez, madame, je vais vous présenter un type, mais alors, un réaliste, mais alors du feu de Dieu. Je ne suis pas sûr que vous vouliez entrer en matière, comme on dit. Hein. Vous vous rendez compte, madame, mesdames, je vais vous faire rencontrer un homme qui vous verra vraiment tel que vous êtes. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Hein, on se comprend, hein, le réalisme, ça va 5 minutes. Bon. Ça veut dire aussi que l'optimiste, c'est quelqu'un qui s'attend toujours au meilleur. Et tant qu'à s'attendre à quelque chose, autant, bien sûr, ça ne marchera pas toujours, mais se nourrir de l'idée que la réussite est possible, qu'il y a des solutions qui vont pouvoir m'aider à passer l'étape d'après, etc. Me nourrir de cette idée-là, c'est fondamental. Alors bien sûr, parfois les statistiques sont contre moi, mais à un moment donné, si mon imaginaire rentre en conflit avec les statistiques, il vaut mieux que je laisse mon imaginaire positif, vous voyez, prendre le large. Parce que dans le fond, il y a une chose qui est sûre, vous voyez, c'est que personne n'a jamais été demain matin. Comme dit le chat de mon ami Gueluc, le futur commence à la fin de cette phrase. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui se passera demain, on ne sait pas. En revanche, on peut décider aujourd'hui de s'attendre au meilleur. Ça ne veut pas dire que le meilleur arrivera, mais si je m'attends au meilleur, souvenez-vous de l'intention tout à l'heure, si je m'attends au meilleur, ça signifie que je suis prêt là, je me prépare à percevoir des choses positives. Je me prépare à rencontrer des gens formidables. Moi, j'avais une discussion avec mes étudiants. Vous savez que les étudiants dans les grandes écoles, on leur demande généralement en 3e année de faire un mémoire, sur un sujet de leur choix d'ailleurs. Il y a un étudiant l'autre jour qui me dit, vous savez, il m'arrive quelque chose de bizarre. Depuis que j'ai choisi mon sujet de mémoire, je commence à rencontrer des gens qui s'intéressent au même sujet que moi. Et ouais, c'est ça aussi la puissance de l'intention. Regardez en fait le futur comme étant aussi un apport de possibilités. Et enfin, dernier élément, un optimiste, c'est quelqu'un qui vous dit
tant qu'à faire confiance à quelque chose, je vais faire confiance à l'action. Je vais faire confiance à la volonté, plutôt qu'attendre là et dire, bon voilà, on va attendre de voir ce qui va se passer. Non. Alors bien sûr, on n'est pas toujours sûr de gagner, mais l'important aussi, c'est d'avoir joué. Je ne sais pas si vous connaissez ce romancier Milan Kundera. Milan Kundera, il a écrit un roman formidable qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être. Et il fait dire à un de ses personnages, dans ce roman, je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être celui qui a eu raison. Parce que dans le fond, dès l'instant où on a charge d'âme, vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez des collaborateurs, des gens. Ils n'ont pas besoin de réalisme. Ils ont besoin d'avoir en face d'eux quelqu'un qui va les nourrir en énergie, en enthousiasme. Pourquoi est-ce qu'on a toujours intérêt à jouer la carte, je dirais, de l'optimisme? Je vais vous dire pourquoi. Mais parce qu'être optimiste, quand les temps sont difficiles, c'est être poli. C'est être poli envers le destin, vous voyez. C'est être poli aussi envers les autres, parce que c'est leur donner aussi le sentiment, parce qu'on est aussi là pour ça, que les choses sont possibles. Alors bien sûr, partant de là, on pourrait maintenant aller un peu plus loin, et tant qu'à passer à l'action, se dire, mais comment est-ce que je vais équilibrer, moi, pessimisme et optimisme? Vous savez, c'était une vieille histoire chinoise qu'on raconte, d'un vieux grand-père qui discute avec son petit-fils, et qui lui dit, tu sais que tu as 2 dragons qui vivent à l'intérieur de ton âme? Alors le gosse, il dit, ah bon, j'ai 2 dragons, mais c'est quoi ça? Oui, tu as un dragon optimiste qui est un dragon de lumière, et tu as un dragon pessimiste qui est un dragon de ténèbres. Et tous les jours, à chaque instant de ta vie, ces 2 dragons se combattent. Alors il y a le gosse qui dit, mais lequel des 2 est le plus fort? Ils sont de force égale. Ah bon? Mais lequel des 2 est le plus rapide? Ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Mais il dit, mais alors attends, lequel va gagner alors? Et le grand-père lui dit, ah bah c'est très simple, hein, celui dont tu te seras occupé. Et la question est la suivante. De toute façon, le dragon de ténèbres, il est là. Tant qu'à mettre de l'énergie, on n'a que 24 heures dans nos journées, hein, tant qu'à mettre de l'énergie, autant aller peut-être sur le dragon qui est le dragon de lumière. Donc il y a 4 paris qui font les grands chanceux. Moi, je vous propose de faire ces 4 paris dans la vie de tous les jours, et je suis sûr que vous le faites déjà. Je vous les rappelle simplement parce que ça peut aider, vous voyez, à mettre des mots sur des réalités qu'on vit tous les jours. Il y a un premier pari. Un optimiste, c'est quelqu'un qui vous dit la vie, de toute façon, elle est faite que de solutions. Voilà. Il y a des problèmes, il y a tout ce qu'on veut, mais raisonnons d'abord solution. Il y a une issue quelque part. Il y a des moyens de s'en sortir. On va trouver. Alors, soit des gens qui rencontrent les mêmes problèmes que moi, ils ont trouvé des solutions. Comment ils ont fait? Ça, c'est intéressant. Peut-être que dans le passé, j'ai connu, moi, les solutions, et je les ai oubliées, parce que la vie est passée par là. Mais dans ce cas, je vais réactiver tout ça. Et puis peut-être que la solution, elle n'existe pas pour l'instant, et bien on va l'inventer. Mais le culte de la solution, comment faire pour? Au lieu de se dire toujours, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi moi? Non. Comment faire pour? Et si j'essayais ça, qu'est-ce qu'on pourrait tenter? Le culte de la solution. Et pourquoi c'est essentiel le culte de la solution? C'est que quand les choses vont mal, c'est-à-dire que quand on est confronté à de la détresse, la tristesse, la colère, la peur parfois, si on ne se discipline pas l'esprit pour rester orienté solution, mécaniquement, on passe du côté obscur de la force. Et on se met à croire qu'on est dans l'impasse, on va dans le mur, on est au bord du gouffre, et ainsi de suite. La croyance en la solution, c'est la croyance sur laquelle vous ne devez jamais transiger. Mais même vous avez un ami qui a un problème de cœur, un ado qui ne veut plus bosser à l'école, etc. Le seul point sur lequel il ne faut jamais transiger, c'est celui-là. Il y a de toute façon une solution quelque part. Tu veux la chercher ou pas, ça c'est ton problème. Tu veux mettre ou non les moyens, c'est aussi ton choix. Mais la solution, elle est là quelque part, elle est en train de t'attendre. L'optimiste ensuite, c'est quelqu'un qui vous dira, attention, on a tous ici des forces et des faiblesses, on a tous des qualités, des défauts, mais de toute façon, nous ne pourrons être dans notre vie des hommes ou des femmes mémorables et extraordinaires que si nous avons capitalisé sur nos forces. Et ça, c'est une notion qui, même pour nous, culturellement, vous voyez, n'est pas évidente. Mais moi, je vous le dis, de toute façon, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un, jamais. Et vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui ait réussi quoi que ce soit de formidable
en prenant appui sur ses carences. Ça n'existe pas. La caractéristique des gens qui réussissent des choses formidables, je peux vous dire, toutes les femmes et tous les hommes qui réussissent des choses formidables dans leur vie, ils ont deux points communs. Un, ils ont capitalisé à mort sur leurs qualités. Et deux, ils sont bourrés de défauts. Voilà. Seulement vous me direz, les défauts, à partir d'un certain moment, si les qualités ont été montées en pression, ils font partie de l'histoire, mais ils passent à côté. Pensez à tous les gens que vous admirez. Pensez dans la vie professionnelle, dans le monde des médias. Pensez à des gens qui vous bluffent. Si ces gens vous bluffent, c'est qu'à leur niveau à eux, ils ont capitalisé sur leurs forces et leurs ressources. Et tous ceux qui les connaissent intimement vous confirmeront qu'à côté de ça, ils sont invivables. Mais ce n'est pas le problème. On n'est pas là pour vivre, vous voyez, en mode normé. On n'est pas là pour ressembler aux gens du manuel. On est tous ici pour aussi laisser une trace. Bien sûr, laisser une trace dans le monde matériel, c'est pas mal, mais laisser aussi une trace dans le monde affectif, d'accord? Et on ne laisse des traces, et on ne devient un homme ou une femme mémorable pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis, que de toute façon si on a capitalisé sur ses forces. La troisième idée, celle-là est essentielle. Vous avez un moyen, mais qui est un moyen à coup sûr de vous rendre malheureux. C'est de passer votre vie, et des gens se rendent malheureux comme ça, ils passent leur vie à essayer de mettre leur énergie, leur intelligence sur des domaines auxquels ils ne peuvent rien. On ne peut avoir le sentiment et se nourrir d'un sentiment de confiance, s'estimer soi-même, avoir envie d'aider les autres, qu'à partir du moment où on essaye de mettre son énergie là où on peut faire bouger les choses. C'est un peu comme dans la vie conjugale. Vous savez il y a deux trucs dans la vie conjugale, je vous le dis mais pour mémoire parce que vous le savez. Il y a deux trucs qui vous pourrissent une vie conjugale. Alors là je dirais, ceux qui sont venus en couple, ils vont être contents du voyage. Mais en fait ça ne vous concerne pas dans la salle, hein. Moi je dis ça, c'est pour les gens que vous connaissez. Il y a deux comportements dans la vie de couple, sérieusement, qui vous pourrissent une relation. Premier comportement, alors celui-là, mais c'est un psy qui vous le dit, garanti sur facture. Hein, voilà. Premier comportement qui vous pourrit une relation à deux, vouloir changer l'autre. Ah, la dame elle dit, ça me rappelle. Mais ça ne veut pas dire que tout est acceptable. Je vous dis simplement qu'on ne peut pas changer le logiciel de l'autre. Ses croyances, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, on ne peut pas changer. En revanche, on peut changer des tas de choses dans une vie. Hein. Notre relation, les règles du jeu, le décor, plein de trucs. De même, il y a une autre chose qu'on ne peut pas changer. Et plus on avance, en plus ça devient important de comprendre ça. On ne peut pas changer le passé. Le passé, il est vitrifié. On ne peut pas faire que ce qui n'a pas été fait a été fait. Que ce qui a été fait n'a pas été... On ne peut pas. En revanche, demain est totalement ouvert. Donc, à partir du moment où on comprend que je vais d'abord travailler sur la relation qu'on a avec l'autre et qu'à partir de demain, tout est possible, à ce moment-là, on va être dans une posture où on a le sentiment, voilà, qu'on a la main, en partie, sur son destin. Et enfin, le dernier point, et on reboucle la boucle avec ce qu'on a vu au départ, c'est que dans le fond, des opportunités nous attendent. Je vais vous donner un exemple, tiens. Pensez à ça. Depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes arrivé en ce monde, il vous arrivait des trucs. Et parfois, vous avez peut-être eu le sentiment, surtout maintenant quand vous y réfléchissez, vous vous dites, tiens, à cette époque-là de ma vie, alors j'avais 10 ans, j'avais 13 ans, 15 ans, 20 ans, 25, peu importe. À ce moment-là, il m'est arrivé quelque chose, ça a changé la donne. C'était peut-être une rencontre, dont on a parlé, hein, c'était peut-être la découverte d'un nouveau territoire, d'un nouveau monde, un accident parfois, malheureusement, une maladie, la perte de quelqu'un, un conflit, on ne sait pas. Mais vous avez des événements dans votre vie dont vous pouvez vous dire, quand ça m'est arrivé, ça a changé l'histoire, mon histoire. Mon histoire est partie dans une autre direction. Bon, on a tous comme ça ce qu'on appelle des moments de vérité, vous voyez, des bifurcations comme ça un peu remarquables dans nos vies. Si vous avez l'occasion, un jour, faites cet exercice-là. Prenez un petit bout de papier, puis essayez de vous souvenir, notez dans tous les domaines ces moments de vérité que vous avez vécu vous, dans votre vie. Ces moments où vous pouvez dire, ce jour-là, là, ma vie est partie dans une autre direction. Notez tout. Et si vous lisez ça à tête reposée, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que la quasi-totalité de ces événements étaient totalement imprévisibles au moment où ils sont arrivés. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va continuer. Et moi, je peux vous faire une prédiction à coup sûr sur votre avenir, c'est qu'il va être surprenant, et en particulier pour vous. Bon. Parce que dans le fond, ce qui est formidable,
c'est toutes les rencontres que vous allez faire là, mais là, à partir d'aujourd'hui, là, de gens extraordinaires hein, que vous allez rencontrer, vous ne les connaissez même pas encore. Vous ne savez même pas qu'ils existent. Si ça se trouve, vous allez rencontrer là, dans le mois qui vient, dans l'année qui vient, dans les 3 cas, vous allez rencontrer des gens qui vont compter énormément dans votre vie, amicale, amoureuse, etc. J'en sais rien, moi, professionnelle. Ils sont déjà là quelque part. Ils sont là. Mais n'oubliez pas le coup de l'ange. Il faut être attentif. Imaginez, il ne faudrait pas qu'ils passent puis que vous ne les voyez pas. Donc il faut être attentif à tout ce qui va se passer autour. Des tas d'informations, des tas d'ouvertures, d'occasions. Il y en a partout, quoi. Simplement, il faut au moins se dire, et si je regardais ce qui se passe? Si vous regardez, vous verrez la chance. Parce qu'elle est peut-être aveugle, mais elle n'est pas invisible, comme disait l'autre. Voilà. Et enfin, à partir de là, moi je voudrais, pour terminer, vous rappeler que le jour de chance, en fait, la plupart du temps, c'est aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui, en fait, que les choses démarrent. Et ce qui est important, vous voyez, c'est cette espèce de chemin sur lequel on est. Est-ce que vous avez, là, en ce moment même, là, pensé à un truc qui serait vraiment, allez, un rêve que vous avez en ce moment, pour vous, un truc, pensez à un truc que vous aimeriez vraiment, voilà, voilà. Je ne vous demande pas de raconter à votre voisine. Il y a des coquines dans la salle. Par rapport à ce rêve, posez-vous 4 questions. Vous verrez, c'est très facile à retenir. Première question, pourquoi? Pourquoi je veux ça? Pourquoi ça me fait rêver? Ça m'avance à quoi? Deuxième question, pourquoi pas? Eh ouais, pourquoi ne pas tenter ça? Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi m'empêcher de rêver à ce truc-là? Troisième question, pourquoi pas moi? Pourquoi j'aurais pas le droit de ça? Pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir ce type de rêve? Pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir cette ambition? Pourquoi? Pourquoi pas moi? Et la quatrième, pourquoi pas maintenant? Eh oui, enfin maintenant, vous attendez la fin de la convention quand même. Je dirais, bon, pas non plus semer la pagaille, mais voilà, dites-vous ça. Parce que, voilà, le chemin pour l'avenir, il est balisé de tout ça. Vous avez l'ensemble des éléments à votre disposition. Vous avez une poétesse américaine formidable qui s'appelait Suzanne Bissonnette. Elle avait écrit un truc incroyable. On va revenir un peu. Voilà. Un optimiste, elle disait, c'est l'incarnation humaine du printemps. Pourquoi est-ce qu'elle disait ça, Suzanne? Souvent, l'été, il y a des gens qui vont vous dire, cet été-là, il est trop été. Trop chaud. Ah bon? Des fois, à l'automne, les gens vous diront, oh là là, cet automne, oh là là, trop automne, oh là là, trop triste, trop pluvieux, trop... Puis des fois, pendant l'hiver, les gens vous diront, cet hiver, il est trop hiver, hein. Oh là là, on se caille, mon pauvre ami. Mais vous remarquerez, très rarement, on vous dira, le printemps, cette année, il est trop printemps. Jamais. Pourquoi? Parce que le printemps, c'est là où tout redémarre. Et quand on est un homme ou une femme qui fonctionne en mode printemps, et un optimiste, dans le fond, c'est quelqu'un qui fonctionne en mode printemps, pourquoi? Et ça, vous le savez, parce que si vous faites ce métier, vous l'incarnez, ça. Vous savez à quoi est-ce qu'on reconnaît un homme ou une femme qui fonctionne en mode printemps? C'est que les gens qui croisent son chemin vous diront, c'est une femme ou c'est un homme, quand tu discutes avec lui ou avec elle, c'est curieux quand même. Tu as l'impression que tout est possible. C'est ça, fonctionner en mode printemps, c'est devenir quelqu'un qui fait en sorte que, pour les autres en tout cas, tout redevient possible. Alors je vais terminer, ça sera mon mot de la fin. Je voudrais vous offrir une petite histoire. Alors c'est une histoire, c'est pas n'importe quelle histoire, attention. J'ai dit tant qu'à vous offrir une histoire, il fallait une histoire. Alors j'ai décidé de vous offrir une histoire qui porte chance. Alors il y a un problème, c'est qu'elle porte chance à celui qui la raconte. Donc il faudra que vous la racontiez à quelqu'un, mais qui n'est pas dans la salle, parce que là ça ne vaut pas. Il faut la raconter à quelqu'un d'autre. C'est l'histoire d'une dame, qui s'appelle Charlotte. Elle se promène dans un petit village. On ne sait pas où c'est d'ailleurs, c'est un pays inconnu, lointain. Peut-être même que c'est un pays qui n'existe pas. Peut-être même qu'elle rêve, Charlotte. Alors elle se promène, et tout d'un coup elle passe devant une super boutique, marquée en gros « Boutique de la chance ». Souhait à volonté, entrée libre. Oh, c'est tentant quand même. Allez, j'y vais. Hop, elle rentre dans la boutique. En plus, c'est les soldes. La boutique, mais alors, nickel la boutique. Tout mignon, tout, ça sent bon, belle atmosphère, tout va bien. Mais alors, il n'y a rien, que dalle sur les états. Rien du tout, c'est tout propre, mais il n'y a rien.
Il y a juste un grand comptoir, vous savez, comme dans les vieilles boutiques, les drapiers autrefois, les boutiques des merceries, grand comptoir au fond. Et derrière le comptoir, il y a une armoire à glace qui est là, qui a l'air d'être en train de travailler sur on ne sait pas trop sur quoi. Alors la dame quand même s'approche, et alors là, elle a un mouvement de recul, elle est un peu étonnée. Elle retrouve en fait, derrière le comptoir, quelqu'un que nous on a vu déjà tout à l'heure, qu'on a trouvé dans une autre histoire, c'est l'ange. Toujours avec l'iPad. Il a été muté entre-temps. Mais il a gardé l'iPad, vous remarquez. Hein, un acquis est un acquis, pas exagéré non plus. Bon. Et donc la dame s'approche et dit bonjour monsieur, bonjour madame. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous vendez ici exactement? Ah, il dit madame, ici on ne vend rien, on donne. Ah, vous donnez, d'accord. Mais vous donnez quoi? À ce que vous voulez, madame. Ici, c'est la boutique de la chance. Hein, c'est marqué à l'entrée, sous à volonté. Vous me demandez, vous recevez. Voilà. Vous me dites tout ce que vous voulez, je fais la liste, je vais vous chercher en réserve, on vous fait le paquet, on vous le livre et vous partez avec. Et ça me coûtera combien? Rien du tout, madame. Gratuit. C'est un nouveau concept. Ce n'est plus cash and carry, c'est wish and carry. Ah, ben dites donc, c'est un concept intéressant. Oh, je peux vous assurer que ça dépote en ce moment. Hein. Le franchiseur, il tient beaucoup. Ah bon? Je suis tenté, je vais tenter le coup. Ben, allez-y, madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, je vous explique. J'envisage de changer de boulot en ce moment. Bon, je m'embête dans mon travail, vous ne pouvez pas savoir. Oh, je m'ennuie, c'est affreux. Je voudrais changer de boulot. Mais alors, je voudrais trouver un boulot, vous voyez, un vrai boulot, quoi, un truc passionnant, avec des diversifiés, stimulant, vous voyez ce que je veux dire? Oui, madame, je vois très bien. Et quoi d'autre? Alors, je voudrais que ça paye un peu aussi, quand même. Hein. Si je peux avoir un petit peu de monnaie au passage, ça serait sympathique. Et alors, je voudrais pour une fois travailler avec des gens, avec des collaborateurs, vous voyez, mais alors des collaborateurs premium. Qu'est-ce que vous entendez par un collaborateur premium, madame? Ah ben, le triangle magique, hein. Motivé, compétent, fidèle. Ah oui, d'accord. Et ensuite, alors je voudrais avoir une structure, n'importe quoi, moi, un patron, une direction, n'importe quoi, mais vous voyez, qui s'intéresse à moi, vous voyez, qui m'aide à réussir, Bon, oh écoutez madame, alors là, on va vous faire on a un petit produit qui devrait vous plaire. Tenez, j'ai la fiche technique qui est là, regardez, c'est mission passionnante, rémunération en conséquence, équipe d'élite, direction compréhensive et proactive. Ça vous va? Oh, on dit, bah oui, non, c'est pas mal, oui. Bon, ça, je vous prends ça, alors, je vous prends ça. Qu'est-ce que vous voudriez d'autre, madame? Ben voilà, alors moi, vous voyez, moi j'ai toujours été dans le commerce et tout ça, ça a toujours été mon truc. Alors je vais vous dire un truc, quand j'ai un rêve comme ça, je me débrouille, hein, mais alors voilà, je voudrais devenir, vous voyez, être une femme très charismatique, vous voyez. J'arrive quelque part, les conversations s'arrêtent, j'arrive, oh, vous voyez ce que je veux dire, un peu le truc, hein, le gars dit, je vois très bien, madame, vous avez de la chance, c'est la promo du mois. Absolument, voilà la fiche technique, regardez, c'est marqué là. Esprit de répartie, sens de l'humour, culture générale étendue. Ah ben dites donc, alors c'est génial ça. Hein. Et je vous rajoute d'ailleurs, puisque c'est les soldes, je vous rajoute d'ailleurs look d'enfer. Oh ben c'est bien. Vous prenez? Ah, je prends, bah oui je prends, pensez bien que oui. Quoi d'autre madame? Alors voilà, j'ai un boulot passionnant, ça c'est bon. Le charisme et tout, le look d'enfer, c'est super. Alors moi je me connais, hein, je suis dans des métiers, vous voyez, on sort beaucoup, on va voir les gens, on boit un coup, on mange un morceau, tout ça. Alors, moi je me connais, si je ne fais pas attention, comment vous dire? Je profite. J'ai beau expliquer à mon mari que je ne grossis plus depuis déjà pas mal d'années, mais qu'il n'est pas impossible que ma surface caressable augmente. Si je pouvais être sûr et certain de ne pas prendre de poids, pas de cholestérol, pas d'hypertension, rien, vous voyez, je peux manger tout ce que je veux, picoler un peu, boire du café, et je pète la forme, vous voyez. Et puis si je fais en plus une petite nuit blanche de temps en temps, aller en danser avec les copines, vous voyez ce que je veux dire? Oh le gars, madame, c'est très clair, je vais vous faire un petit produit là aussi qu'on a qui est très très bien, vous allez voir, c'est métabolisme exceptionnel, capacité de récupération hors du commun, et puis je vous fais le petit bonus pour les soldes, c'est sommeil rapide et profond. Oh ben c'est bien aussi, je le prends, très bien. Quoi d'autre, madame? Eh bien, écoutez, alors qu'est-ce que je... Ah oui, je voudrais des amis. Alors, je voudrais des vrais amis, alors j'en ai déjà pas mal, mais je voudrais des nouvelles amies. Mais des vrais amis, vous voyez, des amis qui m'aiment pour moi-même, vous voyez, des amis premium. Ben, écoutez, vous en voulez combien? Je sais pas, vous les faites à combien? Nous, on les fait à la botte. C'est des bottes de combien? C'est des bottes de 10. Vous m'en mettez 3 bottes? Bon. Vous voulez que des filles? Ben non, vous me mettez 20 filles, 10 garçons, puis je ferai un assortiment à la maison. Ben, d'accord. Quoi d'autre, madame? Ben écoutez, en tant qu'à faire, puisqu'on est dans le renouvellement, peut-être changer de mari. Vous pouvez me changer les gosses avec aussi? Oh ben ça c'est bon. C'est quoi le problème?
Ben, je voudrais je vous explique, moi je voudrais un mari, mais pour une fois je voudrais un mari normal, ouais. C'est-à-dire, grand, beau, riche, intelligent, très fidèle et extrêmement compréhensif. Oh, il n'y a pas de problème, madame. Et pour les enfants, pareil. Moi, je voudrais des enfants normaux, hein, c'est-à-dire en bonne santé, brillants à l'école et qui me foutent la paix quand ils reviennent à la maison. Ah ben, très bien. On est bon, madame, là? Ben là, écoutez, a priori, ça va, là. Hein. En plus, on ne se connaît pas encore très bien, donc pour une première commande, voilà. Alors, madame, vous m'avez donc demandé, trouver un travail passionnant, avec une rémunération en conséquence, une équipe d'élite, une direction compréhensive et proactive, ça c'est bon. Je vous ai rajouté ensuite pour vous cette dimension charismatique, c'est-à-dire sens de l'humour, esprit de répartie, culture générale étendue et le petit look d'enfer qui est notre promo pour les soldes. Vous aurez ensuite, à côté de ça, bien évidemment, un métabolisme exceptionnel, une capacité de récupération hors du commun et le petit sommeil rapide et profond, là aussi pour les soldes. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Je vous ai rajouté avec ça une trentaine d'amis. 20 filles, 10 garçons, l'assortiment, c'est vous qui vous en occupez, vous me l'avez promis. Et je vous échange votre vieux modèle contre un nouveau modèle, grand, riche, beau, intelligent, fidèle et compréhensif, et de magnifiques enfants en excellente santé, brillants à l'école, et qui vous foutront une paix royale quand ils seront à la maison. Est-ce que vous êtes contente, madame? Oh, elle dit oui, qu'est-ce que je suis contente. Très bien, je vais vous chercher ça. Et l'ange, à ce moment-là, part dans l'arrière-boutique. La dame entend un espèce de boucan incroyable dans l'arrière-boutique. Il ouvre des tiroirs, il referme, des armoires, il ouvre, il ferme, il traîne des caisses et tout, un truc de folie. Et tout d'un coup, l'ange revient une main dans l'autre, il dit, pardon madame, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me tendre la main, s'il vous plaît? Alors la dame tend la main, et l'ange, délicatement, dépose dans la main de la dame, vous voyez, une espèce de petit sac un peu en cuir, un peu crasseux, en fait, un peu marronasse, enfin un truc bon, mais qui fait des étincelles comme ça. Alors la dame, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais madame, c'est ce que vous avez commandé. Oh, du bon, ça va pas. Non, mais vous rigolez ou quoi? Mais vous plaisantez? Vous me faites un drôle de conseiller de vente, vous, quand même. Alors, attendez. Mais je vous ai demandé des tas de trucs vachement précis. Puis dans le lot, il y en a quelques-uns qui sont un peu encombrants entre nous. Hein. Mais vous me donnez un petit sac en cuir, là, qui fait de la lumière. Ça va pas, non? Elle dit, mais écoutez, madame, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, ici, c'est la boutique de la chance. Enfin, c'est la boutique de votre chance. Donc, moi, la seule chose que je peux vous promettre, je peux même vous jurer, madame, et vous savez que pour moi, jurer, c'est pas facile, hein. Je peux vous jurer que tout, absolument tout ce que vous m'avez commandé, se trouve dans ce petit sac. Seulement nous, madame, ici, on ne peut vous donner que ce que nous avons. Alors, nous vous offrons les graines. Pour ce qui est de les faire pousser, ça restera votre problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, et par rapport, dernier message personnel, par rapport à tout ce que j'ai vu depuis ce matin, je vous donnerai un dernier message du fond du cœur. Surtout, ne changez rien. Voilà. Merci.